Dans le cadre du Cap Filière Légumes et de la semaine Légumes au Centre. Cette rencontre bénéficie du soutien du Conseil régional Centre-Val de Loire et de l'Europe via les fonds FEADER. Et elle est organisée par les chambres d'agriculture de la région Centre-Val de Loire en partenariat avec Biocentre et Végépolis Vallée. Je vous souhaite un bon webinaire. Merci Cécilia. Du coup, je vais introduire ce webinaire qui inaugure cette semaine du légume. Aujourd'hui, on va parler de biocontrôle. Alors pourquoi parler de biocontrôle? Parce que ça comprend de nombreuses solutions qui sont présentées et utilisées pour remplacer des méthodes de lutte contre les ravageurs des cultures. Et c'est un pan de la protection des cultures qui s'est fortement développé ces dernières années. Et on a un nombre de solutions disponibles sur le marché qui est de plus en plus important. Donc, on va voir un petit peu comment on peut s'y retrouver dans le monde du biocontrôle et de quoi on parle exactement quand on parle de biocontrôle. Donc, je me présente, je suis Lucille Bertillot, conseillère légumes à la Chambre d'agriculture du Loir-et-Cher. Et donc, dans un premier temps, je vais tenter de clarifier la définition du biocontrôle d'un point de vue réglementation, type de produit. Et après, je passerai la parole à Marie-Odile Lambert, donc, qui est conseillère en culture sous abri pour la Chambre d'agriculture du Loiret et pour le SVETMO, qui est une station d'expérimentation au sud d'Orléans. Donc Marie-Odile vous fera un focus sur quelques exemples de solutions et d'applications concrètes pour des cultures sous serre. Alors, j'espère que la présentation se synchronise à peu près en même temps. Donc tout d'abord, le biocontrôle, qu'est-ce que ça comprend? À quelle réglementation on a affaire quand on parle de produits de biocontrôle et de quoi ils sont composés? Alors, tout d'abord, une définition d'un point de vue réglementaire. Un biocontrôle, c'est un produit ou un agent qui utilise un mécanisme naturel dans le cadre de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures. Donc, ce n'est pas forcément une substance naturelle, c'est un produit ou un agent qui utilise un mécanisme naturel. Alors, dans ce biocontrôle, on a plusieurs types de produits. On a des macro-organismes, donc qui, par définition, se voient à l'œil nu, et des produits phytosanitaires qui peuvent comprendre soit des micro-organismes, soit des médiateurs chimiques comme des phéromones ou des phéromones, soit des substances naturelles d'origine végétale, animale ou minérale. Alors, un produit de biocontrôle, ça ne veut pas forcément dire absence de risque pour la santé et pour l'environnement du point de vue de la définition que je vous ai donnée. Par contre, pour bien identifier les produits qui présentent le moins de risques, en fait, le ministère de l'Agriculture a constitué une liste de produits qui est mise à jour tous les mois et qui liste les produits de biocontrôle. Et sur cette liste, en fait, on a des produits qui ne présentent ni de toxicité aiguë, ne sont ni cancérogènes, ni mutagènes, ni reprotoxiques et qui ne présentent pas de danger pour le milieu aquatique. Donc ça, c'est bien important à prendre en compte parce que on a parfois des débats sur certains produits. Par exemple, si je prends le Nimazal, qui est un produit à base d'azadiractine, en fait, il rentre dans la définition du biocontrôle de par la définition, mais comme il a une phrase de risque importante puisqu'il est reprotoxique, en fait, il n'entre pas dans la liste de la DGAL. Voilà. Donc, du coup, ces produits, ce sont bien des produits qui sont soumis à l'obtention d'une autorisation de mise sur le marché, au même titre que les produits phyto. Mais ils sont bien listés dans la liste du ministère des produits de biocontrôle. Alors, c'était la définition réglementaire. Maintenant, quel type de solution et quel type de produit on a dans ce monde du biocontrôle? Alors, tout d'abord, des produits constitués de matières vivantes, on va dire, soit des champignons, soit des bactéries ou même des virus. Ce sont des produits avec des modes d'action qui peuvent être différents. Certains produits vont agir par parasitisme des bioagresseurs,
par production de toxines ou par compétition pour la nutrition ou pour l'espace. Par exemple, on a le Prestop, qui est un champignon, qui est antagoniste des champignons pathogènes du sol, donc il va prendre la place des pathogènes. On a également le Naturalis, qui est un Beauvaria bassiana. Lui, son mode d'action, ça va être de germer, de pénétrer dans la cuticule des insectes. On le retrouve sur des cultures, utilisé sur des cultures sous serre. On a également le Mycotal, qui est un champignon que Marie-Odile va vous décrire tout à l'heure pour une utilisation sous serre. Et alors souvent, ces produits, comme ce sont des produits vivants, il faut bien faire attention aux besoins d'hygrométrie qu'ils ont et aux besoins de température qu'ils ont pour être appliqués. Il faut également faire attention aux modalités de stockage, puisque ce sont des produits vivants, souvent ils sont stockés au frais. Ensuite, on a les phéromones. Donc les phéromones, ce sont des composés chimiques qui vont émettre un signal pour les êtres vivants. On les retrouve en utilisation dans le contrôle des populations, soit par confusion sexuelle, soit par piégeage. Nous, en légumes, on le retrouve en particulier dans le réseau de suivi de surveillance biologique du territoire. Là, je vous ai mis une photo d'un piège qui permet de piéger la mineuse de la tomate, donc la Tuta absoluta. Ensuite, on a tout ce qui est substances naturelles. Donc, elles vont agir soit parce qu'elles font une barrière physique aux insectes ou aux maladies, soit par action antifongique. On a des actions aussi desséchantes et on a même des stimulateurs de défense des plantes. Donc, elles vont stimuler le système de défense interne des plantes contre les bioagresseurs. Donc, là-dedans, on va retrouver l'armicarbe que Marie-Odile va vous décrire tout à l'heure. On le retrouve pour une utilisation contre des oïdiums du fraisier ou alors des cultures comme le concombre, par exemple. On a également le flipper, donc qui va avoir une action desséchante sur les pucerons. Et enfin, dans les stimulateurs de défense des plantes, on retrouve le Cos Oga, qui est aussi utilisable contre des oïdiums avec des applications répétées. Et on a des efficacités partielles, pas forcément totales, mais... Et enfin, on retrouve les insectes. Donc, les insectes, plusieurs modes d'action. Il y en a qui agissent par prédation, donc c'est le cas des coccinelles, des punaises entochorides et des acariens prédateurs qu'on va retrouver en lutte contre le TRIPS. Et on a d'autres insectes qui vont agir par parasitisme. Donc, par exemple, les guêpes parasitoïdes qui vont pondre dans les pucerons. On peut les repérer parce qu'on retrouve les pucerons qui sont momifiés. Donc, la larve du parasitoïde s'est développée à l'intérieur et ensuite a éclos et est sortie du puceron. Donc, on a une grande diversité de produits qui sont composés parfois d'êtres vivants, parfois non, et avec des modes d'action très différents. Et alors ensuite, je voulais vous faire un focus sur ce qu'il ne faut pas confondre avec le biocontrôle. Donc, en premier, on ne confond pas le biocontrôle et les produits utilisables en agriculture biologique. Par exemple, on a deux produits qui sont homologués en agriculture biologique, le Success 4 et le Nimazal dont j'ai parlé tout à l'heure, qui sont des produits bio, mais ils n'entrent pas dans le biocontrôle à cause de leur phrase de risque. Et à l'inverse, on a aussi certains biocontrôles qui sont utilisables en agriculture biologique, par exemple le flipper. Donc voilà, ce n'est pas une correspondance automatique. Ensuite, ne pas confondre biocontrôle et cuivre. Le cuivre, on le retrouve soit sous la forme de produits phytosanitaires avec une AMM, soit sous forme de cuivrol, donc utilisable en bio, mais ce n'est pas un produit de biocontrôle. Après, ne pas confondre le biocontrôle et les biostimulants. Les biostimulants, c'est une réglementation qui n'est pas les produits phytosanitaires, ce sont des matières fertilisantes à usage biostimulant. Donc, c'est encore une boîte réglementaire différente. Ensuite, on retrouve les préparations naturelles peu préoccupantes. Ce ne sont pas des produits de biocontrôle.
elles ont un usage phytosanitaire, mais ce ne sont pas des produits phytosanitaires. Ces préparations, elles sont constituées soit de substances de base, que je vais vous décrire tout de suite après, soit de substances naturelles à usage biostimulant. Donc ce sont vraiment des substances qui sont définies au niveau réglementaire. Les substances de base, ce ne sont pas des produits de biocontrôle. Elles ont un intérêt phytosanitaire, mais en fait, leur utilisation principale, elle est autre que la protection des plantes. On retrouve notamment des denrées alimentaires comme le saccharose. On retrouve aussi la prêle, l'ortie, le bicarbonate de soude, etc. Alors, ces substances de base, il faut quand même bien prendre en compte qu'elles sont approuvées pour un usage sur une culture ou un groupe de cultures et sur une ou plusieurs cibles identifiées. Donc, elles ne sont pas utilisables dans tous les sens non plus. Alors, si je résume rapidement la place du biocontrôle dans la réglementation, là, je vous ai ressorti un tableau qui a été fait par le ministère de l'Agriculture. Je ne sais pas si je peux utiliser un pointeur. Bon, je ne sais pas. Bref, dans les boîtes jaunes à gauche, on retrouve les substances actives classiques, les substances à faible risque dont j'ai pas parlé, mais c'est pas grave, j'ai pas le temps. C'est une histoire de procédure d'approbation. Les substances de base, donc ça, ce sont des substances régies au niveau européen. Et le biocontrôle, on le retrouve vraiment au niveau national dans la réglementation, avec ce que je vous ai décrit tout à l'heure, les micro-organismes, médiateurs chimiques, substances naturelles et les macro-organismes. Et donc, c'est bien à distinguer des substances actives classiques, des substances de base, à distinguer aussi des PNPP, donc préparations naturelles peu préoccupantes, et des substances naturelles à usage biostimulant. Voilà, donc vous avez une définition du biocontrôle au sein de toute cette réglementation de la protection des plantes. Alors, pourquoi les utiliser? On retrouve plusieurs intérêts. Le premier intérêt, c'est de réduire l'IFT chimique, notamment pour répondre à des cahiers des charges comme la haute valeur environnementale, le zéro résidu de pesticides. On les retrouve utilisés aussi dans des stratégies où on souhaite respecter davantage les auxiliaires naturellement présents ou artificiellement introduits. Ça, c'est le cas pour certains biocontrôles, pas tous, hein, ils peuvent avoir un impact sur la faune auxiliaire. Ce sont des produits qui ne sont pas concernés par l'arrêté riverain. Alors, en culture légumière, on a quand même des freins qui persistent, notamment le coût des produits, des résultats qui ne sont pas toujours reproductibles d'une situation à l'autre, une répétition des applications qui est nécessaire par rapport à une protection classique. Alors en région centre, les équipes de conseillers en légumes ont mené de nombreuses expérimentations les années passées, elles sont toujours en cours. Mais aujourd'hui, les résultats qu'on peut vraiment vous présenter, les solutions qui fonctionnent et pour lesquelles les agriculteurs trouvent un intérêt, ça concerne surtout les cultures sous abri. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on vous fait un focus là-dessus. Et donc, je vais passer la parole à Marie-Odile Lambert qui va nous aider à faire le point sur les cultures sous serre. Marie-Odile, je te passe la parole. Merci. Donc, bonjour, Marie-Odile Lambert. Donc, je suis conseillère à la Chambre d'agriculture du Loiret pour tout ce qui est suivi des producteurs en maraîchage sous abri. Donc, ceci entend des producteurs maraîchers en pleine terre sous tunnel, mais aussi des producteurs hors sol, sous serre vert chauffé. Juste pour préciser, le biocontrôle en serre vert chauffé est est largement répandu depuis de nombreuses années, puisque depuis les années 80, on utilise amplement la PBI, donc la protection biologique intégrée avec tous ces macro-organismes. Et puis, depuis environ 5-6 ans, largement les produits de biocontrôle, dont je vais faire une petite description en suivant, avec une tendance à la production d'aller vers des démarches commerciales zéro résidu. Donc, j'ai à la fois une double casquette. Je m'occupe essentiellement du suivi auprès des producteurs maraîchers serristes, mais aussi je suis basée au niveau de la station d'expérimentation de Saint-Denis-en-Val, qui est dédiée aux cultures sous abri,
majoritairement pour le concombre, mais nous avons aussi des essais poivrons, aubergines et tomates. Et donc, nous mettons en place régulièrement des essais, dont des essais sur le zéro résidu ou sur les produits de biocontrôle, voir comment ils fonctionnent, quelles sont les répercussions sur le rendement, sur la PBI, sur tout simplement l'efficacité. Donc, on commence à avoir un bon petit recul sur un certain nombre de produits. Donc, je vais commencer par vous présenter un premier produit qui peut-être vous cause, c'est l'Armicarb, qui est un produit de chez De Sangos, que l'on utilise largement en serre. Alors, il est évident qu'en serre, on s'affranchit d'un facteur non négligeable qui est la pluie, donc il est plus facile à mettre en œuvre ce type de produit. Mais voilà, on utilise l'Armicarb qui est un bicarbonate de potassium qu'on utilise essentiellement sur tomates et concombres avec des bonnes efficacités contre l'oïdium. Donc, vous avez une dose qui est de 3 kg/ha, qui est à peu près similaire quelles que soient les plantes, avec 8 applications par an maximum, ce qui laisse en général le temps de soigner les plantes contre une attaque assez forte. Son mode d'action, c'est un produit de contact, comme beaucoup des produits de biocontrôle, et il stoppe la germination des spores. Alors, quelque chose qui est intéressant pour nous en sous-abri, en fait, c'est que son délai avant récolte est d'une seule journée. Donc, quand on récolte tous les jours en culture de concombre, c'est intéressant. Et sur le délai de rentrée de 8 heures. Toujours intéressant par rapport aux salariés qu'on peut avoir en place. Ce produit est un produit de biocontrôle, mais aussi classé AB. Alors, je vous fais part un petit peu de ce qu'on connaît sur le terrain, de la mise en application en culture. Donc, il est important de savoir que l'Armicarb est à utiliser sur des débuts d'attaque, donc soit en préventif ou alors quand vous commencez à avoir les premières tâches. Je vous montrerai des photos en suivant. Ne cherchez pas à traiter la plante avec l'Armicarb quand les plantes sont toutes blanches, ça sera trop tard. Il faut vraiment intervenir en début d'attaque. Ça, c'est très important. C'est un produit qui a peu de rémanence, donc ça, c'est quelque chose que l'on a démontré dans le cadre d'essais réalisés aux ECMO. Il faudrait renouveler tous les 7 à 10 jours maximum, grand maximum, le produit afin d'abaisser la sporulation et donc le niveau d'infestation de la maladie. Alors, comme je vous l'avais dit, c'est un produit asséchant. On s'est rendu compte lors d'essais BPE que la répétition de ces traitements, donc si on en fait 8 d'affilée, en fait, on se rend compte qu'on a un phénomène d'assèchement et de durcissement des feuilles. Les feuilles deviennent beaucoup plus épaisses, très abrasives. Et du coup, la photosynthèse se fait quand même relativement moins bien. Et du coup, ça a un impact sur le rendement. Ça, on l'a mesuré sur concombre. Des collègues KT, donc une station expérimentale dans le Finistère, l'ont également testé. Et dans tous les cas, on s'aperçoit que ces répétitions de produits et de traitements ont un impact négatif sur le rendement. Donc, à faire attention. Il est très important de faire attention également aux conditions d'application avec ce type de produit. Donc, c'est un produit qui nécessite des conditions de température pas trop élevées, donc 30 degrés, mais ça, c'est comme beaucoup de traitements. Et surtout, il faut une certaine hygrométrie. Donc, on privilégie des traitements le soir. Alors, vous me direz le matin, oui, c'est possible, mais en général, le matin, lorsqu'on est en plein été, les conditions d'hygrométrie supérieures à 75%, on ne l'a pas longtemps. Donc, même si vous traitez à 6-7 heures du matin, à 10 heures, 11 heures, c'est terminé. Et il faudrait qu'on ait au moins 8 à 10 heures d'hygrométrie supérieure à 75%. Donc, on les a rarement, mais on y arrive quand même davantage le soir. C'est un produit qu'on utilise largement maintenant en serre, qui est relativement compatible avec la PBI, enfin tout ce qui est acarien prédateur. La société de Sangos annonce qu'il est compatible avec beaucoup d'insectes. Je reste assez prudente sur un certain nombre de macro-organismes tels les Orius, enfin, tout ce qui est un petit peu punaise prédatrice. Si les populations ne sont pas trop importantes, on risque de nuire à leur implantation. Et puis aussi par rapport à tout ce qui est lutte PBI contre les pucerons. J'entends tout ce qui est Aphidius, tout ce qui est micro-guêpes contre la lutte contre les pucerons.
Voilà, donc ça reste un très bon produit, largement utilisé en serre, mais j'insiste vraiment sur le fait qu'il faut le faire vraiment en début d'attaque. Lucie, tu peux passer, voilà. Donc vous avez quelques photos. À photo de gauche, c'est des débuts d'attaque, donc vous voyez bien des petits spots d'oïdium. À gauche, la photo d'en haut à gauche, c'est vraiment voilà, les débuts d'intervention sur lesquels il faudrait venir. En bas, c'est vraiment la limite pour intervenir. Donc ça commence déjà à être bien blanc, hein. Par contre, tout ce que vous voyez, les deux photos qui sont barrées à droite, c'est des niveaux d'infestation de l'oïdium assez élevés. Lorsque vous voulez intervenir avec Carnicap sur ce type d'infestation, il est déjà trop tard. Même si vous intervenez tous les 7 jours, ça va être compliqué. Enfin, en tous les cas, il va falloir répéter les nombres de traitements. Et le phénomène que je vous décrivais tout à l'heure sur le phénomène de durcissement des feuilles et d'assèchement des feuilles va avoir lieu. Donc, vous devez intervenir, vous savez, enfin, comme beaucoup de produits de biocontrôle, on intervient assez précocement, donc sur des niveaux d'infestation correspondant aux photos de gauche. Voilà pour l'arnica. Alors, je vous présente un deuxième produit qui, lui, a une action insecticide, Flipper, donc aussi un produit de 200 Gauss. 200 Gauss, c'est assez développé de produits intéressants en culture sous abri. Donc le flipper, alors il a plusieurs cibles. Là, je vais vous décrire une cible contre les acariens tétraniques. Vous voyez une photo. Donc nous, on l'utilise largement en culture de concombre, poivron, aubergine. Bon, je ne parle pas de tomates parce qu'en général, acarien sur tomate, c'est pas quelque chose que l'on a. Alors le flipper est un produit à base de sel, potassique, d'acide gras. Donc en gros, c'est un savon, tout simplement. D'ailleurs, quand vous l'utilisez en serre, si vous avez des paillages plastiques, vous verrez que quand vous faites une application, c'est relativement gras au sol, ça peut être même glissant. On l'utilise à une dose de 1 à 2% suivant la cible, 2% sur les acariens, avec un maximum de 16 litres par hectare. Sachant qu'en serre, on travaille, sous abri du moins, on travaille avec des doses, des volumes d'eau hectare de l'ordre de 1000 litres, voire plus en oïdium. Le nombre d'applications autorisées est de 5 par an. Et c'est un produit, comme je vous le disais, beaucoup de produits de biocontrôle, un produit de contact qui stoppe il stoppe pas la germination des spores. Là, c'est un petit loupé. Il assèche, en fait, il a un effet comme de l'huile, en fait, il assèche l'acarien. Son délai avant récolte est d'une journée et son délai de réentrée est de 24 heures. Donc, aussi intéressant en culture sous abri où on peut intervenir pratiquement tous les jours en serre. Donc, c'était aussi un produit classé AB. Alors, la mise en application sur le terrain, toujours pareil, plutôt un début d'attaque, mais on s'aperçoit aussi qu'on a des bons effets, même sur des populations importantes en acarien. Moi, j'ai retourné des situations grâce au flipper, même avec des fortes attaques qui allaient jusqu'à l'entoilage. Donc, vous savez que l'acarien, au bout d'un moment, quand les attaques sont très importantes, on a un phénomène de toile, hein, comme une araignée, qui se produit sur les têtes, bien souvent. Et on arrive, en mettant suffisamment d'eau, à bien pénétrer dans les toiles et à pratiquement éliminer toutes les populations d'acariens. C'est un produit qui a peu de rémanence, donc il a un effet choc. Il y a 7 jours minimum entre 2 applications. Bien souvent, au bout de 2 applications, on a réussi, lorsqu'on a des très fortes populations, on a réussi à pratiquement éliminer tous les acariens en place. Alors, comme je vous disais, c'est un produit assez moussant et gras, donc ça peut poser problème pour certains producteurs. Je sais qu'en général, ils essayent de mettre un anti-mousse parce que dans le pulvé, ça mousse pas mal. Il est recommandé souvent aussi, pour avoir une meilleure efficacité, d'ajouter un mouillant. Alors, on utilise bien souvent des mouillants type Silhouette. Il y a le Squat de chez Copert également qui marche très bien avec ce produit. Alors, attention aux conditions d'application. Alors là, pour le coup, c'est un produit qu'il faut plutôt appliquer en pleine journée. Il faut qu'il sèche rapidement. Vous avez le même phénomène avec un produit comme l'Eradicote, où on conseille de traiter, alors pas
bien sûr pas comme des semaines qu'on va avoir, mais en hiver, au printemps ou à l'automne, on vous demande d'appliquer plutôt en milieu de journée pour que ça sèche rapidement. Donc, des semaines comme on va avoir cette semaine, il ne faut pas quand même qu'il fasse trop chaud, donc température inférieure à 30 degrés. Voilà, si vous traitez avec des conditions fort lumineuses, même s'il ne fait pas très chaud, sous abri, en fait, on peut avoir des phénomènes aussi de brûlure sur les têtes. Donc, il faut faire attention. Bon, après, dans nos serres, voilà, il faut traiter quand il fait en dessous de 28 degrés des mains. C'est un produit qui est plutôt bien compatible avec tout ce qui est acarien prédateur, donc Amblyséius, Phytoséius, que l'on utilise largement en culture de concombre. Par contre, sur tout ce qui est punaise prédatrice, petite guêpe, c'est plus compliqué. D'ailleurs, la société préconise toujours de traiter davantage en localisé ou sur les têtes, uniquement des plantes, pour épargner un peu la PB qui se trouverait plutôt en bas de plante. On peut passer à la diapositive suivante. Une petite précision, donc ce produit est efficace sur tous les stades de l'acarien, y compris les formes rouges. Donc, on a une efficacité sur les œufs, les larves, les adultes et les formes rouges que l'on peut retrouver en tout début de saison, qui ont passé l'hiver cachés dans les structures. Et c'est une efficacité intéressante car en fait, on s'aperçoit que en comparaison des produits phytopharmaceutiques chimiques, hein, c'est un des seuls produits qui a une efficacité contre les formes rouges. Alors, quelque chose que je n'ai pas décrit, mais il faut savoir que le flipper marche plutôt très bien aussi sur les pucerons, à condition de bien mouiller, d'ajouter un mouillant et voilà, d'intervenir sur des situations pas trop fortes. Donc, par contre, sur le puceron, il est homologué à 12%. Alors, troisième produit que l'on pourrait présenter, qui est un... Non, c'est bon, je peux passer au mycotal. C'est un micro-organisme cette fois, et à action insecticide, c'est le produit le mycotal de chez Copert. Vous avez un produit du même type qui s'appelle le préféral de chez Bibest. Le mycotal, lui, est un champignon, donc c'est un Verticillium lecanii. Il a plusieurs cibles, c'est l'aleurode. Alors l'aleurode à la fois sur les larves et les adultes, vous verrez aussi qu'il peut avoir un effet sur les trips. Les cultures visées pour les cultures sous abri sont tomates, concombres, poivrons, aubergines. Il est efficace aussi sur fraises. La dose d'application est de 2 kg/hectare. Nous avons 12 applications autorisées par an. Alors, c'est un champignon entomopathogène, hein, donc qui a un effet par contact sur les larves et les adultes. Son délai avant récolte est d'une journée, son délai de réentrée de 8 heures. C'est aussi un produit bio, donc tous ces petits détails sont importants pour nous en culture sous abri, comme je vous le disais, donc avec des délais de rentrée courts et la capacité de récolter pratiquement tous les jours. Diapo, ouais. Alors, comment ça se passe pour le mycotal? Donc, c'est un champignon, comme je vous l'ai dit. Donc, comme tout champignon, il lui faut une certaine humidité relative afin de sporuler. Donc, il est important, lorsqu'on fait une application de mycotal, que les conditions soient relativement humides dans l'abri. Donc, il faut qu'il y ait, selon la firme, hein, une humidité relative supérieure à 75% et une température supérieure à 18 degrés. Ce qui comptera quand même les dates d'application ou les moments d'application de ce produit. C'est un produit que l'on va préconiser davantage en fin d'hiver, sur le printemps, sur l'automne. Mais en conditions estivales, il est difficile de le mettre en application, déjà parce que les conditions d'humidité sont restreintes, mais aussi parce qu'on s'aperçoit qu'il n'y a pas de sporulation et il n'est pas capable de se reproduire, parce que l'avantage de ce produit, c'est que si vous faites une application, vous pouvez pratiquement retrouver toute l'année si vous êtes dans un abri où vous contrôlez l'humidité. Ce qui peut être faisable dans nos abris en serre vert ou plus compliqué en tunnel. Donc, on préconise de faire ce traitement plutôt en fin de journée ou en tout début de matinée si la journée est grise et pluvieuse, toujours pour ces conditions d'humidité. Lorsque vous faites l'application, pour s'apercevoir si vous avez
l'application s'est bien réalisée, si le champignon est bien en place, vous devez voir sur les larves. Donc, vous avez la photo ici, vous avez une larve qui n'a pas dû être touchée et une larve qui a été touchée. Vous voyez une sporulation comme un mycélium, en fait, hein, sur la larve qui s'est développée. Donc, une sporulation blanc jaunâtre qui est visible au bout de 7 à 10 jours. Donc, il faut un petit peu le temps, mais il faut le temps de la sporulation du champignon, en fait, et qu'il parasite la larve ou l'adulte. C'est très reconnaissable, hein. Donc, voilà, on peut, en ayant fait une seule application, on peut en retrouver au bout de 2-3 mois sans problème. Alors, par contre, c'est un produit intéressant. Par contre, c'est un produit fragile, donc avec une durée de conservation limitée. Sa température de stockage, donc c'est au frigo, entre 2 et 6 degrés. Donc, ça, c'est important parce que sinon, le champignon perd de sa vitalité et il ne sporulera pas. Et il faut éviter toute exposition directe au soleil. Donc, comme je vous le disais, on peut le trouver plusieurs mois après la première application parce qu'en fait, l'infection peut se répandre à d'autres individus. On s'est aperçu, et ça c'est assez récent, qu'il avait une efficacité aussi sur TRIPS, ce qui peut être intéressant sur de nombreuses cultures. Par contre, il faut renouveler l'application. Donc là, pour le TRIPS en concombre, d'après ce que je vois en culture et après échange avec des collègues, il faudrait faire au moins 3 applications pour voir une baisse des populations de TRIPS en serre. Diapo suivante, s'il te plaît. Alors, il va falloir que j'accélère un petit peu. Les macro-organismes, donc le Sylvie en avait parlé. Nous, c'est largement utilisé depuis environ plus de 30 ans dans les serres. C'est quelque chose qui est généralisé et qui est indispensable pour maîtriser un certain nombre de ravageurs. Donc, par exemple, en lutte contre le TRIPS, en culture de concombre et poivrons, on a plusieurs insectes prédateurs qui sont utilisés, donc des acariens prédateurs qui sont le Mesoecilius calcuneris et l'Amblyseius furski, comme vous avez une petite photo à côté, des petits acariens un petit peu blancs qui sont très actifs, très dynamiques. C'est disposé dans la culture souvent sous forme de sachets qu'on suspend aux plantes, mais aussi on peut en mettre sous forme en vrac. À partir de quel moment on met ces produits? Eh bien, nous, ça se fait dès la plantation, on va dire 8 à 10 jours après plantation, on introduit en serre. Alors, souvent, c'est des serres chauffées, il faut attendre des conditions de température quand même suffisamment importantes aussi en serre froide, mais on fait systématiquement. Donc, on met un sachet pour 3 plantes. Pour 2 plantes, si on sait qu'on a un précédent TRIPS important dans la serre, mais on fait un sachet pour 3 plantes systématiquement, 8 à 10 jours après plantation, 8 à 15 jours en plein hiver. Et voilà, donc la durée de vie un peu de ces emblis est de l'ordre de 6 semaines et on est souvent amené à renouveler le sachet, la pose de sachet, afin de couvrir toute la culture. Alors, ça a un coût, mais c'est important parce que ces Amblyseius font un traitement de fond. On ne se rend pas compte, mais ils font un traitement de fond et du coup arrivent à baisser des débuts d'infestation sans qu'on s'en aperçoive. On a aussi un autre prédateur qui s'appelle l'Orius, qui est une petite punaise prédatrice polyphage, que l'on va n'utiliser cette fois que lorsqu'on a des populations qui augmentent fortement dans la serre. Donc, forte pression. Et dans ce cas, on met 1 à 10 individus au mètre carré selon le niveau d'infestation. La petite photo qui est en bas correspond donc à un Orius, c'est une petite punaise qui est en train de manger un TRIPS, qui est en train de vider. Et par contre, cette petite punaise prédatrice, c'est très fragile et il lui faut des conditions de température printanière, on va dire, de la lumière et surtout aucun traitement. C'est une punaise très fragile, donc le moindre traitement, même le traitement à l'eau, j'ai déjà fait l'essai, a tendance à la faire mourir. On peut passer ici. Alors, les modes d'action de ces différents macro-organismes. Donc, le cucuméris, lui, a une action, donc mange œufs et premier stade larvaire. Le Swirsky, plutôt que les jeunes larves. Donc, comme vous voyez, il n'y a pas d'action sur les adultes. Le seul qui a une action sur les adultes, c'est l'Orius, avec ses difficultés d'implantation. Donc, on le met en début de culture,
Cucumeris et Swirsky par rapport aux jeunes larves. Lorsqu'on commence à avoir des niveaux de population plus importantes et des adultes, on met de l'Orius. Par rapport aux Amblyseus Swirsky, on s'aperçoit que ces Swirsky ont aussi des intérêts par rapport aux œufs et aux larves d'adultes, puisqu'ils sont capables de les manger, contre les acariens personnels qu'on peut avoir régulièrement en poivron. Et les Swirsky peuvent éventuellement manger quelques acariens aussi. Donc, globalement, nous, dans les serres, on travaille majoritairement avec du Swirsky, tout ça, parce qu'il est polyvalent en termes de nutrition. Lorsqu'on est très infesté, de trips, on privilégie Cucumeris, et l'Orius, lorsqu'on a des populations d'adultes de trips très importantes. On passe. Un autre exemple de macro-organismes utilisés en serre, des autres organismes utilisés en serre contre les acariens tétraniques. L'acarien tétranique, donc, comme on avait décrit tout à l'heure avec l'action du flipper. Idéalement, donc, on utilise également en serre plusieurs acariens prédateurs qui sont l'Amblyseus californicus. Vous avez un Phytozeus persimilis qui lui est rouge, qui se distingue du premier. Et puis on utilise aussi une petite cécidomie qui s'appelle le Fétila. Je vais vous décrire un petit peu après. Donc Amblyseus californicus, comme les Amblyseus cucumeris et Swirsky contre le trips, l'Amblyseus californicus est mis systématiquement en début de culture avec un sachet pour 3 plantes également. Pour 2 plantes si on est en période estivale et on sait qu'on va avoir des acariens très vite. Et qui est mis, donc pareil, 8 à 10 jours après la plantation. Lorsqu'on commence à avoir des premiers spots d'acariens, quand on voit que la pression augmente, on va intervenir avec du Phytozeus. Le Phytozeus persimilis est un acarien prédateur plus vorace, plus rapide, qui va très vite s'implanter dans la culture à partir du moment où il y a de l'acarien. Il est inutile de le mettre en culture si on n'a pas d'acarien, parce que sinon ils vont se manger entre eux. Donc il a besoin d'acariens pour se nourrir. Donc on met 8 à 20 individus au mètre carré selon la pression. C'est un produit que l'on met en vrac, contrairement à l'Amblyseus californicus qui est plutôt en sachet. Donc en vrac dans une sorte de vermiculite que l'on distribue sur les plantes, de préférence sur les foyers, et qui a une capacité à manger énormément de Phytozeus. D'acariens tétraniques, pardon. Une autre possibilité, c'est de mettre du Fétiela. Donc le Fétiela, c'est pareil, on doit se mettre lorsqu'on commence à avoir beaucoup d'acariens en serre. Et on met 4 pots à l'hectare. Et il faut par contre attendre le mois d'avril-mai pour déposer ceci dans les serres. On passe ici. Alors, le mode d'action, bon, le Californicus, comme je vous l'ai dit, on le met plutôt en début de plantation, on le met plutôt en préventif, donc il mange l'acarien tétranique. Le Phytozeus, soit on le met en préventif au tout début d'attaque, et surtout en curatif dès l'apparition des premiers spots, et surtout quand vous avez des niveaux d'attaque, comme vous pouvez voir sur la photo avec de l'entoilage, c'est le seul qui sera capable d'aller manger dans les toiles les acariens présents. Le Feltiela, lui, c'est une petite mouche dont la larve se nourrit de tous les stades des acariens. On les met dès l'apparition des premiers acariens. Mais comme je vous l'ai dit, on ne met pas avant le mois d'avril, il faut un niveau de température suffisamment élevé. Il faut au moins 15 degrés dans la journée. Un serre froid. Alors, tout ça pour vous dire que le biocontrôle sous serre. Donc, pour les produits, je n'entends pas les micro-organismes. Les macro-organismes, j'entends les produits comme le flipper, comme l'arnica. Ce sont essentiellement des produits de contact qui ont peu de rémanence. Donc, tous les produits que l'on a testés, globalement, il faut réintervenir au bout de 7 jours. Ce qui peut être assez fastidieux, je le sais. Mais c'est comme ça qu'on arrive à avoir de bonnes efficacités. Il est très, très important de faire attention aux conditions d'utilisation, donc température, hygrométrie.
On ne parle pas trop de pH pour ces produits. Et par contre, on se rend compte que ces produits ne sont pas toujours compatibles avec la PBI, ce qui peut être gênant pour nous. Alors bien souvent, on essaye de placer ces traitements avant de faire des lâchers ou avant de renouveler les sachets, comme je vous ai expliqué pour la lutte contre TRIPS, Varroa ou Acarium. Et comme je vous le disais, donc l'utilisation de ces insectes qu'on utilise, ce qu'on nomme la PBI, insectes prédateurs ou parasitoïdes, sont très largement développés et on s'appuie énormément là-dessus sur la lutte en serre contre les insectes. Sans cette PBI, on sait qu'on va droit dans le mur. Donc ça, c'est très important pour nous. Bah, écoutez, voilà, je crois que j'en ai fini. Si on veut avoir un petit peu d'échange. Merci. Merci Marie-Odile. J'ai pris un peu de temps, je suis désolée. C'était très bien. C'est juste, il y avait un petit délai de synchronisation avec les diapos, du coup, je pense que ça ralentit. Du coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser par écrit. On sera un plaisir de vous répondre. Tout à l'heure, il y a une question sur les huiles essentielles. Donc attention, les huiles essentielles, dans la liste des biocontrôles, il n'y en a qu'une seule, c'est l'huile essentielle d'orange. Très bien. Alors peut-être Marie. Oui. Juste pour dire que je viens de réactiver la possibilité à chacun d'activer leur micro s'ils souhaitent poser les questions. Super. Ouais, ce sera peut-être plus rapide. Pas de questions sur les produits, sur... Moi, j'ai une question, donc Cécilia Monville. Comment vous voyez ça, les biocontrôles? Est-ce que pour vous, il faut vraiment s'y intéresser? Enfin, voilà, on voit avec la réduction, tout ce qui va dans la lutte contre, la réduction des traitements phyto, etc. Est-ce que ça peut être une des solutions, voilà, pour l'avenir? Comment vous voyez ça, vous, avec les experts que vous faites? Incontestablement, on va vers des cahiers des charges de plus en plus restrictifs en termes d'utilisation de produits phytosanitaires. Nous, de plus en plus, on va vers des appellations zéro résidu, zéro pesticide pour certains produits comme la tomate. C'est incontestablement, on ne pourra pas s'en passer, quoi. Et puis c'est une volonté aussi, outre le cahier des charges, ça c'est une volonté commerciale, mais je dirais c'est la volonté aussi des producteurs, quoi, qui ont marre aussi d'utiliser des pesticides, qui ont des salariés dans les serres, enfin en tous les cas sous abri pratiquement tous les jours, 6 jours sur 7, donc il faut aussi faire attention à ça. Et puis on s'aperçoit qu'on a une gamme de produits qui se développe en produits de biocontrôle, qui est de plus en plus intéressante et pour lesquels on n'a pas de phénomène de résistance, quoi, aussi. Donc il faut apprendre à les travailler, il faut apprendre à travailler, à apprendre à maîtriser les conditions d'application de ces produits, mais il faut apprendre aussi à travailler différemment. Mais en tous les cas, c'est une remise en cause que beaucoup de producteurs intéressent, en tous les cas, à mon niveau. Il y a quand même peu de solutions pour les cultures de plein champ, quoi. C'est ça qui. Est-ce qu'il y aura des solutions qui arrivent? Est-ce qu'il y a des solutions qui arrivent pour les cultures de maraîchage et de légumes de plein champ? Je pense que contre certains insectes, il devrait y avoir davantage d'échanges d'ailleurs, mais contre les insectes, c'est des produits de contact avec des effets chocs. On devrait y arriver davantage, peut-être en plein champ. Après, pour tout ce qui est fongique, j'avoue que là, ça va être plus compliqué. Oui, c'est sûr qu'en plein champ, nous, ce qu'on a testé, dans certaines situations, on voit des efficacités partielles, mais le souci principal qu'on rencontre, c'est qu'on a du mal à reproduire quand on trouve une efficacité. Donc, c'est ça notre principal frein aujourd'hui. Donc, voilà, comme tu dis, Marie-Odile, il faut qu'on apprenne aussi à
à repenser un peu la façon dont on applique ces produits et à bien faire attention aux conditions d'application. Après, c'est vrai que c'est toujours délicat. Par exemple, quand on applique sur du feuillage un nématode, qui est un organisme du sol, voilà, il y a vraiment des conditions très spécifiques à avoir pour voir vraiment une efficacité. Donc aujourd'hui, en plein champ, ouais, c'est un peu plus compliqué. Après, sur le Press-Top, c'est un produit qui est intéressant sur certaines maladies du sol. Mais voilà, le nombre de solutions vraiment qui ressortent du lot, elles sont très très restreintes. Prestop a une action aussi fongique sur des maladies de feuillage ou de tige. Nous, on l'utilise contre le botrytis. Oui. Alors, y a-t-il des moyens naturels pour attirer les insectes prédateurs sans les acheter? Alors oui, là, on rentre dans le champ des plantes de service. Donc, c'est encore autre chose. Je ne sais pas si en culture sous serre, vous faites des essais, Marie-Odile. Nous, au niveau des fraisiers, on a testé des choses. C'est en cours d'expérimentation, je dirais. Voilà, notre souci principal, c'est que dès lors qu'on met des plantes à fleurs, notamment pour la lutte contre le trips, on attire aussi le trips. Donc voilà, encore des choix de plantes à caler de ce côté-là. Il y a des essais qui sont. Alors, nous, on ne fait plus d'essais, mais on a fait quelques essais avec entre les tunnels de mettre des plates-bandes fleuries. Il y a des essais pas mal qui sont réalisés aussi par le GRAM. Pour les plates-bandes fleuries, on a tiré un certain nombre de parasitoïdes, ce qui était très intéressant, mais on a tiré aussi beaucoup de punaises, dont la punaise des haras, donc ce qui nous posait gros soucis en culture sous abri, puisque la punaise des haras, qui est la punaise verte que vous connaissez, provoque des piqûres sur fruits qui sont très nuisibles, puisqu'après ça déclassifie le fruit. Le GRAB fait pas mal d'essais aussi pour conserver ou pour attirer en tunnel. Alors eux, ils font des plantations dans les tunnels, en pleine terre bien sûr, avec de la tomate. Ils ont un certain nombre d'espèces qu'ils utilisent fleuries pour conserver de la PBI ou pour attirer un petit peu de l'extérieur. Il y a quelques plantes qui sont plus intéressantes, dont les soucis qu'on connaît. Mais c'est encore à l'extra expérimental en fait. C'est pas largement utilisé en production. Sur cette thématique aussi, il y a un projet qui est dans sa dernière année là, qui s'appelle Réguleg. On a travaillé sur différentes cultures. Il y a la laitue et l'aubergine. Il y a des résultats intéressants, donc je pense que d'ici quelques mois, voire un an, on va trouver des résultats de ce projet qui sont intéressants. Donc, je vous invite à rester alerte. Et ces résultats pourront être retrouvés en tapant le nom du projet. Ce sont des résultats publics qu'on pourra retrouver en ligne, j'imagine. Oui, oui, oui. Oui, et en fraise, on a également le projet Défi XP Fragaciste qui a travaillé sur les stratégies qui incluent du biocontrôle. Donc, il y a eu un projet XP qui s'est terminé il y a 2 ans, donc qui continue là pour 5 ou 6 ans. Voilà, ce sont des projets qui travaillent sur des stratégies d'alternatives aux produits phytosanitaires et on retrouve l'utilisation des biocontrôles dans ces stratégies-là. Est-ce que c'est facile de se procurer les produits de biocontrôle et notamment tout ce qui est micro-organismes, auxiliaires, etc. ou dans des zones un peu éloignées, pour les producteurs, l'accès est plus difficile? Alors pour tout ce qui est macro-organismes, insectes auxiliaires de culture, globalement il faut travailler avec les fournisseurs de PBI, donc Opert, Biobest, Bioline. En général, alors à notre niveau dans le Loiret,
ce sont soit les coopératives d'appro, type Camro, Axéréal, Coopert pour nous, qui faisons le relais, quoi, en fait. Donc, il faut trouver. Alors après, il faut appeler le technico-commercial du secteur et voir comment ça peut se passer. Il peut y avoir des livraisons en direct également. Pour tout ce qui est produit avec une AMM, Flipper, Armicarb, etc., globalement, alors la Camro dans le Loiret est relativement bien pourvue. Ils ont l'habitude de travailler avec les maraîchers. C'est quand même une COP spécialisée pour les maraîchers ou les cultures spécialisées. Axéréal n'a pas tout, mais on doit pouvoir commander. Alors, souvent, c'est un peu en flux tendu, quoi. C'est ça le problème. Globalement, on arrive à se fournir. Enfin, moi, j'ai l'impression, du moins. Je ne sais pas, Lucille, ce que tu en penses. Après, il y a peut-être parfois des soucis d'approvisionnement sur des produits de biocontrôle qui n'est pas forcément disponible au moment où on en aurait besoin. Voilà, en cas de souci instantané, on va dire. Mais globalement. Par rapport à PBI, par rapport au macro-organisme, il faut savoir qu'il faut faire la commande une semaine avant la livraison. C'est normal, ce sont des produits qui ne sont pas forcément développés en France, qui peuvent venir d'Espagne, qui peuvent venir des Pays-Bas. Donc, en général, on commande en début de semaine pour la semaine N+1. Alors, une question par écrit. Pour mieux s'y retrouver dans les produits existants ou nouvellement créés, une synthèse des essais et de leur efficacité existe-t-elle? Alors, non. En tout cas, j'en ai pas trouvé. Il y avait un groupe de travail du CTIFL qui s'était employé à faire une synthèse de tous ces produits-là. Je ne sais pas si ce groupe est encore actif, mais en fait, bon, la synthèse montre qu'on n'a pas énormément de résultats très fiables et surtout reproductibles en fait. Donc je reviens là-dessus. On trouve des efficacités dans certains essais, pas dans d'autres, et du coup la synthèse est un peu compliquée à faire là-dessus. Alors après, sur les essais qu'on fait en région centre, donc les résultats sont disponibles soit sur le site du SVETSMO pour les cultures sous serre, soit sur le site de la Chambre régionale pour les autres cultures. Donc Cécilia, est-ce que tu pourras nous donner le lien ou alors sinon on renverra le lien par mail aux participants? Oui, on pourra renvoyer le lien également. Tout sera mis sur le site Cap Filière, y compris l'enregistrement d'aujourd'hui. Et vous aurez également la possibilité sur le site Cap Filière de continuer. Il y aura les adresses mail des intervenantes d'aujourd'hui. Donc, vous aurez la possibilité de continuer à leur poser des questions. Elles pourront également vous retransférer plus d'informations si besoin. Moi, j'ai une question pour toi, Marie-Odile. Qu'est-ce que tu conseillerais à un agriculteur qui veut se lancer dans le biocontrôle, mais qui a un petit peu peur de prendre le risque d'utiliser ces produits? Comment est-ce qu'il peut s'y prendre de manière progressive ou pas? Est-ce que c'est possible? Voilà. Oui, c'est possible, il n'y a pas de souci. Juste quand on commence à travailler avec des produits de biocontrôle, il faut savoir qu'il faut passer un certain temps à observer ces cultures. C'est-à-dire que, comme je voulais préciser, il faut souvent intervenir en début d'attaque. Donc, ça veut dire que si on s'en aperçoit, il faut passer régulièrement ces cultures et faire des observations. Et ça, c'est le point fondamental que j'arrête pas de dire aussi à mes séristes. De toute façon, il faut passer du temps à observer ces cultures afin de détecter au plus tôt les maladies ou les prédateurs qui sont présents dans la culture. Au plus tôt on détectera, au plus tôt on interviendra et meilleure sera l'efficacité de l'action qu'on mettra en œuvre. En fait. Donc ça, c'est
C'est la base, quoi. Pour moi, c'est la base. C'est la base. Et puis après, les produits de biocontrôle, c'est pas plus compliqué à mettre en œuvre que le reste. Il faut juste bien surveiller les conditions d'application. Bon, après, c'est facile à dire, je sais, sous abri, hein, je le conçois parfaitement. Mais la règle numéro 1, c'est voilà, de prendre un minimum de temps, au moins une fois par semaine, voire 2, pour traîner dans toutes ces cultures et observer ce qui s'y passe, quoi. Ça, c'est la base. On ne peut pas travailler avec des produits de biocontrôle quand c'est le feu dans la parcelle. C'est pas possible. Je ne sais pas si je réponds à la question, mais c'est comme ça que je construis. Oui, oui. Si je peux me permettre de rajouter quelque chose, je dirais que quand on fait la règle numéro 2, si on peut en établir une quand on travaille avec le biocontrôle, c'est de ne pas s'attendre à une efficacité de 100%, quoi. Généralement, on veut comparer l'efficacité des biocontrôles à ceux des produits conventionnels et c'est quand même beaucoup plus compliqué. Voilà, d'obtenir une efficacité totale avec du biocontrôle qu'avec des produits conventionnels. Mais le biocontrôle peut permettre d'attendre aussi l'arrivée d'auxiliaires naturels. Elle peut permettre de réguler les ravageurs sans les détruire en totalité. Je suis complètement d'accord avec toi. Et aussi l'intérêt de mixer en fait les produits, enfin les solutions de biocontrôle qu'on utilise. Ça peut être les produits type Flipper, Arnica, même ça peut être, on mixe avec la PBI, on mixe, voilà, on essaye de mettre, on met des panneaux attractifs contre les trips. Enfin, il faut mettre un ensemble de moyens en place pour arriver à essayer de faire quelque chose d'efficace. Mais je suis d'accord avec Annie. L'efficacité, elle peut être de 100%, mais c'est pas dès la première application qu'on arrive à maîtriser une situation. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je n'arrive pas à aller sur le site cap-filière.fr. Oui, alors avec le lien qu'a envoyé Cécilia à l'instant, ça fonctionne. www.cap-6 filière sans accent au pluriel.fr. Oui, en fait, dans le PowerPoint, c'était filière au singulier, c'est pour ça. Ah, ok. Ça, c'est ma faute. Du coup, ça marche. Je vais rectifier. S'il n'y a pas d'autres questions, on pourra clôturer parce que je vois qu'il est déjà 11 heures. Bon, ben merci à tous ceux qui ont participé à ce webinaire. J'espère que ça a clarifié les choses et que ça vous a apporté un peu d'éléments sur l'application sous serre. C'était un plaisir d'animer ce petit webinaire d'une heure sur la question. Du coup, on vous renverra par mail le lien vers les comptes rendus d'essai. Je crois qu'ils sont en cours de transfert sur le site parce qu'ils étaient sur le site de LCA auparavant, mais ils vont pas tarder à être en ligne. Au niveau de la semaine du légume, c'est rendez-vous demain 10h sur le sujet du changement climatique et qu'est-ce que ça implique pour nos cultures de légumes. Voilà, donc si ça vous intéresse, c'est demain à la même heure. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Merci, bonne journée. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Bonne journée, au revoir. Merci. Au revoir. Merci.